Par Rodolphin, je l'ai faite un peu dans toutes les communes. J'ai pensé vous faire ce PowerPoint que j'avais un peu remis au goût du jour, avec aussi ce qui a été ce qui a été demandé par les parents, les remarques des parents et des professeurs d'école, donc sur les communes alsaciennes, on va dire plutôt, hein, et aussi Postrophe et Elrin. Mais je suis allé à Kirchberg, je suis allé à Berndorf 2 fois, je suis allé à Elrin 2 fois. Donc voilà, moi je viens chez vous. Et puis entre-temps, on avait eu la réunion des maires, où j'ai montré des chiffres. Hein. Ça c'est le projet que je vous montre. Après, si vous voulez qu'on parle un peu des chiffres. J'ai transmis le dossier à chacun des conseillers. Avec les chiffres. Donc tout le monde a les chiffres. Hein. Voilà, donc ça nous évitera de passer trop de temps. Donc en fait, bon, je vous avais déjà un peu présenté, hein, donc l'idée c'est ce pensionnat qu'on va réhabiliter. Alors regardez pas trop les surfaces parce que c'est celui-là si tu veux. Attends, dans ce sens-là. Voilà, ouais. Donc les surfaces elles ont été réactualisées sur les plans, mais ça c'est mon ancien PowerPoint, hier soir j'ai pas eu le temps de tout changer. Alors regardez pas ces chiffres-là, ils sont pas tout à fait justes. Hein. Mais bon, voilà, donc vous avez, il y a 12 000 m² au pensionnat, il y a 9 000 m² qu'on veut garder, c'est-à-dire qu'il y aura des démolitions. Essentiellement, toute cette partie ici va être démolie pour pouvoir ouvrir le pensionnat sur le reste de la commune et du territoire, puisqu'on veut, on veut une logique de bâtiment ouvert et non pas de bâtiment fermé comme c'était autrefois. Et puis effectivement, on va peut-être avancer parce que c'est plus intéressant. Alors là, j'ai ciblé évidemment la présentation sur la partie école, puisqu'il y a 9 projets dans ce pensionnat, comme on va le voir après. Bon, il y a 2 projets qui concernent l'école, parce qu'il y a l'école et il y a le périscolaire. Et puis nous, on a aussi prévu un accueil de la petite enfance, parce qu'il y a de plus en plus de problèmes pour garder les tout petits. Il y a les nounous à domicile qu'on avait à Fenetrange, elles ont arrêté, enfin elles sont en retraite. Il y en a encore une qui travaille un peu. Et donc on aimerait bien proposer une micro-crèche pour les nouveaux arrivants, les couples qui ont des enfants en bas âge, etc. Donc voilà, on peut avancer. Hein. Donc il y a le périscolaire dont je vous ai parlé. Et puis, tu peux encore avancer. Et donc, ce parcours bleu, je vous en parlerai après. Ça, c'est donc quelque chose qui existe déjà au pensionnat, puisque c'est un accueil de jour qu'on propose pour des enfants. Alors, c'est plutôt TND. TND, c'est un terme qui veut dire trouble du neurodéveloppement. Donc, dans les troubles du neurodéveloppement, nous, on a un peu élargi l'assiette de l'accueil. Au départ, c'était plutôt de l'autisme qu'on parlait, et maintenant on parle de troubles du neurodéveloppement. Ça aussi, c'est, on va dire, notre réaction à ce qu'on a entendu, à la demande, c'est-à-dire que si on reste que spécifique autiste, on ne répond pas à toutes les demandes. Malheureusement, il y a beaucoup de demandes en termes de handicap. Et donc le trouble du neurodéveloppement, il inclut les troubles de l'attention, les troubles de l'hyperactivité, et les 10. Donc vous voyez que ça concerne beaucoup de nos enfants, et surtout les enfants qui sont à l'école et qui ont des difficultés à l'école ont souvent ce type de problème. Et l'éducation nationale parle de 25 à 30% d'enfants scolarisés. Alors c'est ceux qu'on appelle les mauvais élèves, c'est ceux qu'on appelle les cancres. Hein. Autrefois on disait, voilà, mais souvent ce sont des enfants qui n'ont pas du tout de problème d'intelligence, ils ont juste des problèmes, un handicap qui les empêche d'apprendre de la même manière ou à la même vitesse que les autres. Et donc c'est ce qu'on veut apporter dans cette école, c'est une des plus-values de l'école, c'est qu'on puisse aussi répondre à cette demande-là de ces enfants, les aider à mieux poursuivre leur parcours scolaire, à mieux réussir à l'école. Et donc ce n'est pas des enfants qu'on va amener en plus, hein, c'est bien des enfants qui existent déjà dans nos écoles. Et effectivement, le parcours bleu, il accueille aussi des enfants qui viennent de l'extérieur, donc qui ne sont pas forcément scolarisés dans l'école, mais qui viennent par exemple d'un IME, ou qui peuvent venir parce qu'ils ne sont pas scolarisés, ou alors ils sont dans d'autres écoles. Et donc on les accueille à Fenetrange, on va dire la moyenne c'est entre 2 à 6 heures par semaine.
Voilà, c'est pas plus que ça, parce que c'est quand même du travail contraignant, enfin c'est du vrai travail et qui donc nécessite de l'attention. Et on s'est rendu compte qu'au-delà de 6 heures, c'est plus rentable. On épuise l'enfant, donc il est en souffrance, c'est pas la peine. C'est une école de jour, juste? Oui, c'est ça, c'est un accueil de jour, ce qu'on appelle un accueil de jour. Donc ça fonctionne depuis 2 ans et demi déjà. Et donc ce qu'on souhaite dans le projet, c'est évidemment le développer et aussi en faire profiter ceux qui, dans notre école, auront des difficultés peut-être moins importantes que les autres, mais qui auront intérêt et bénéfice à travailler. Donc au diplôme, ça s'appelle les diplômes de TED, hein, c'est une association qui gère ça. Et donc on veut vraiment mettre ça, l'ouvrir à l'ensemble de l'école. Donc ça c'est vraiment un des points forts de ce projet qui nous permet d'ouvrir l'école vers le 21e siècle en fait. Alors on peut aller plus loin et vous verrez ensuite tout à l'heure qu'on a aussi pensé à une vraie salle de sport. Donc ce qui n'existe pas dans nos écoles généralement. Donc c'est une école qui aura à la fois des espaces de sport à l'extérieur et à l'intérieur quand il fait pas très beau, et des salles de motricité pour les maternelles. Donc je vous ai dit avant que les chiffres ont un peu changé. Ils ont changé pour 2 raisons, parce que on a basé cette étude que je vous montre ici sur la participation, on va dire, hypothétique de l'ensemble des communes qu'on a contactées. Donc c'est pas acté à ce jour, il y a des délibérations qui commencent à être prises, et donc c'est des délibérations de principe qui permettent donc, qui vont nous permettre à nous de faire une étude maintenant approfondie en fonction du nombre de participants. On saura combien il y a d'enfants, et quand on saura combien il y a d'enfants, on saura combien il nous faut de salles de classe, etc., etc. Donc ça nous permettra aussi de définir le budget qu'il faut. Moi, l'étude que j'ai faite et que vous avez eue à la maison, elle est partie sur 11 communes. Donc il y a votre RPI, Niederstanzel, Rommelfin, Berthelmin, Fénétrange. Ensuite, de l'autre côté, on a Postroff, Berendorf, Kirchberg, Errin-les-Fénétrange, Görlingen, Rovillers et Hirschland. Voilà, ça c'est les communes qui ont été dans les discussions. Alors on ne sait pas si, je ne pense pas que tout le monde va venir, mais j'ai basé l'étude sur cette participation-là, ce qui, au jour d'aujourd'hui, parce que le temps qu'on fasse les travaux, ce sera quand même encore 2 ans, c'est à peu près 280 élèves. 280 élèves répartis à peu près entre, on va dire, 190 et 90, c'est-à-dire 90 en maternelle et 190 à l'école primaire. Et vous verrez que en fonction des demandes des parents, on a vraiment changé un peu le projet que je vous avais montré la première fois, c'est-à-dire qu'on a séparé les cours de récréation. Il y a la cour de récréation des petits, avec la crèche et la maternelle, et il y a une autre cour de récréation pour les grands. Et de la même manière, il y a 2 préaux séparés, donc pour les petits et pour les grands, et on a une école maternelle et une micro-crèche qui occupe tout le rez-de-chaussée du bâtiment, parce que on a choisi que ce serait là le mieux, parce que c'est de plein pied. Et donc, à l'étage au-dessus, c'est les écoles primaires. Voilà. Donc, la troisième chose qu'on a changé, c'est que, au travers de la crise Covid, on s'est tous rendu compte que les surfaces des salles de classe étaient un vrai problème. C'est pas qu'une question de Covid, ça se discute aussi pour les gastro-entérites et autres épidémies de ce genre. Un peu de distance dans les salles, ça fait pas de mal. Donc on a aussi retravaillé les surfaces, ce qui veut dire qu'aujourd'hui on a une école, il faut quand même dire ce que je vous présente là, c'est une école luxe, hein, c'est des salles de classe. L'éducation nationale préconise à peu près 40 à 50 mètres carrés par salle, hein, c'est à peu près ce qu'on a ici dans cette salle. Et nous on a mis le double, donc les salles vont faire 80 mètres carrés. Alors évidemment ça a un petit coût, mais en tout cas les enfants seront dans des conditions idéales, même si une fois il y a un problème de distanciation, on pourra quand même donner cours, parce qu'on aura la place pour le faire. Pareil, on aura
on aura une attention particulière à tout ce qui est ventilation des locaux pour éviter les surcharges virales, etc., etc. Voilà, je vais aller plus vite maintenant. Donc je vous ai mis un petit peu, alors ça c'était au départ du projet, puisque le projet était quand même assez innovant. On était allé voir Jean-Michel Blanquer, le ministre, et il avait fait une lettre donc pour nous soutenir. Donc voilà, je l'ai juste mis pour que tout le monde se rende compte que c'est pas un projet qui part de rien. Il y a eu énormément de travail sur l'ensemble du pensionnat, mais aussi sur le concept de l'école. Et donc l'idée c'est de promouvoir et de mettre à disposition des habitants du territoire une école vraiment qui n'existe pas sur notre territoire. Il faut bien le dire, c'est pas de la prétention, mais à Sarrebourg il n'y a pas ça, Sarre-Union non plus. Enfin voilà, c'est une école qui s'ouvre avec différentes pistes vers différents publics et qui permet aussi, grâce à sa taille, pas du tout avoir l'impression qu'on est les uns sur les autres. Il y a vraiment de l'espace, c'est prévu pour ça. Voilà, on peut passer à la suite. Donc voilà, ça c'est l'étude du pensionnat qui a été construit en 1936, vous voyez, donc il a bientôt un siècle, et qui était un bâtiment de très grande qualité, puisque toutes les études ont conclu à l'idée qu'il fallait le rénover. On a eu des grosses discussions, nous, au moment des élections, parce qu'il y avait un projet qui voulait démolir le pensionnat, et nous, on voulait le réhabiliter. Donc les électeurs, ils ont vraiment eu à choisir entre deux scénarios. L'intérêt aussi de ce projet, c'est que comme on est aujourd'hui sur la logique d'une friche, on bénéficie de beaucoup d'aides qu'on n'aurait jamais, mais vraiment jamais, si on construit du neuf. Donc les aides friches, c'est les aides de l'établissement public foncier Lorrain, de la région Grand Est, et là-dessus, étant donné qu'actuellement le pensionnat c'est une passoire énergétique, ça n'a jamais été isolé correctement, c'est un bâtiment où il brûlait des dizaines de milliers de litres de fioul, mais à l'époque ça coûtait rien. Là aujourd'hui on peut plus se permettre de le laisser dans cet état-là, et donc on bénéficie aussi d'aides pour l'isolation des bâtiments. Donc c'est l'intérêt de récupérer ce bâtiment ancien, qui est d'ailleurs, dont la structure est vraiment de très très bonne qualité. On peut aller plus loin. Voilà, alors bon, l'histoire je ne vous la refais pas, vous êtes à Ramelfin, vous savez à peu près où est Fénétrange. On va passer plus loin. Voilà, là vous avez déjà une idée de ce qu'on pourra un peu voir, c'est-à-dire voilà une route qui est créée ici, qui permet donc de traverser depuis la route de Sarre-Union, la route de la Porte d'Allemagne. Il y aura une circulation qui permettra donc d'aller vers le pensionnat, de passer devant le pensionnat. Et puis, bon, ici, ça c'est l'architecte qui voulait absolument reconnecter le bâtiment au reste de la cité, donc il a inventé une passerelle. La passerelle, c'est quand même peu probable qu'elle se construise, parce que elle ne plaît pas à l'architecte des bâtiments de France pour commencer. Elle n'a pas la dimension qu'il faut pour passer la grande échelle des pompiers si jamais il y a un incendie, donc ça c'est quand même un gros problème. Et puis le dernier problème qui moi m'embête beaucoup, c'est que je la trouve vraiment trop chère. Donc on n'a pas besoin de dépenser tellement de sous pour des coquetteries, c'est déjà assez cher comme ça. Alors ici vous voyez ce bâtiment qu'on a scindé en trois parties. Une partie ici qui aujourd'hui héberge l'école et le périscolaire, donc où viennent aussi les enfants de Ramelfin. Donc ça, pour nous, ça va rester, on va dire, la partie pédagogique du bâtiment. Ici, on a une partie qui est plus médicale et médico-sociale, c'est-à-dire, cette fois-ci, accueil de personnes TND, mais cette fois-ci, c'est la nuit aussi, donc c'est ce qu'on appelle un accueil de répit. Alors, tous ces projets-là sont à l'étude à l'ARS, on ne sait pas encore sous quelle forme, comment ça va se faire, si tout se fera ou pas, mais en ce moment ça se discute vraiment. Et ici, donc c'est la partie médicale. Alors on l'a mis là, ça peut-être à la fin du projet, on va permuter les choses, mais c'est pour se donner une idée. Donc c'est une maison
pluridisciplinaire de santé qu'on est en train de créer avec Bernard. Donc l'idée c'est de faire venir des médecins sur le territoire qui vont bénéficier évidemment à tous les habitants du territoire. Et deuxièmement, évidemment, on aura aussi besoin de médecins sur le site et aussi à l'établissement qui est juste en face, c'est-à-dire l'EHPAD, qui va s'agrandir. Donc là aussi, on aura besoin d'un médecin. Vous avez une partie centrale qui est un peu à mutualiser et donc sur laquelle, au rez-de-chaussée, on a cette fameuse salle polyvalente qui sera salle de sport pour prioritairement les écoles, on va dire. Ça n'empêche qu'on pourra aussi en soirée la mettre à disposition, par exemple, des associations de la région ou d'autres publics. Hein. Et puis au-dessus, vous avez la chapelle. Pour l'instant, on ne sait encore pas trop. On voulait la transformer en restaurant. On se rend compte qu'il y a beaucoup de contraintes de sécurité. Si on le fait à l'étage, le restaurant, c'est quand même très compliqué. Donc on est en train de se poser vraiment la question si c'est adéquat. Et effectivement, au centre, on aura une cuisine qui permettra aussi de desservir le périscolaire. Donc ça a été inventé dans le projet et cette cuisine, elle sera tenue par une entreprise adaptée qui permettra la formation professionnelle de jeunes en situation de handicap. Donc il y a en plus un effet solidaire derrière. Voilà. Donc on ne s'occupe pas que des petits, mais aussi des ados et des plus grands. Voilà, on va un petit peu plus loin. Alors voilà donc les services à la population, les services spécifiques, c'était vraiment donc un projet solidaire pour tous, c'est un projet de territoire comme vous pouvez vous imaginer. Hein, aujourd'hui, l'organisme de répit, s'il voit le jour, c'est au moins 30 à 40 emplois. Donc si on calcule la totalité sur le site, on arrivera très vite à pas loin d'une centaine d'emplois, ce qui pour notre bassin de population est quand même absolument génial parce que ça va permettre de vraiment donner du travail sur place. Et donc voilà, vous avez une économie sociale, développement d'expertise, d'emploi, mutualisation des pôles. Donc c'est vraiment ça. Alors on a voulu scinder des services à la population. Ce qui me semblait important dans l'étude, c'est qu'on a repéré qu'il manquait des services sur le territoire. Et puis les services spécifiques, ça c'est plutôt pour le domaine du handicap. Alors il y a la micro-crèche dont j'ai parlé avant, l'école innovante et inclusive, le périscolaire de qualité, je vous montrerai après, la salle de sport et spectacle, et une maison médicale pour nos habitants. C'est ce que je vous ai décrit. Les services spécifiques, c'est donc l'entreprise adaptée qui fera hôtellerie, restauration et qui donnera donc du travail à des personnes en situation de handicap, avec la formation des apprentis, dont on a parlé avant. Et là, on s'appuie actuellement sur le lycée hôtelier de Dieuze. Quand vous parlez de CFA, c'est toujours pour handicap? Oui, là, c'est-à-dire que si on collabore avec le lycée hôtelier de Dieuze, oui. Eux, ils ont déjà une formation des apprentis, oui. Mais ils aimeraient la développer vers des publics qui sont en situation de handicap, voilà. Et donc ils s'appuient sur notre centre pour faire ça. Dur, ouais. Et donc l'idée, c'est toujours, dans ce pensionnat, c'est d'avoir la mixité des publics, donc ça veut dire que on pourra avoir des stagiaires de Dieuze qui vont venir à Fénétrange et des stagiaires de Fénétrange qui pourront aller à Dieuze. Et donc on échange et on permet au public de bénéficier du savoir des uns des autres et de s'inclure, parce que c'est ça le but, c'est de leur donner un boulot et de pouvoir être autonome derrière. Voilà. Ensuite, donc l'unité d'accueil de répit, je vous en ai parlé avant, hein, c'est simplement des séjours courts qu'on va proposer avec des bilans. Des bilans médicaux, des bilans de compétences, des bilans d'autonomie, avec aussi des réponses derrière. C'est ça qui fait la spécificité et l'originalité de cette unité de répit. Il n'y en a pas une comme ça en France. On l'a appelée RIS, on l'a inventée de toutes pièces. Donc un plateau d'accueil de jour, ça je vous en ai parlé, il existe aujourd'hui, on voudrait l'agrandir. Aussi accueillir des adolescents, hein, donc, sur ce plateau. Et alors ça c'est très important. On est en train de monter un organisme de formation continue, on va dire, et de guidance parentale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà pour les métiers spécifiques
au bénéfice du handicap, il faut une formation spécifique. Et c'est très compliqué aujourd'hui de trouver des formations spécifiques de qualité, ou alors il faut aller à Paris, où il y en a un peu, et sinon là où il y en a beaucoup, c'est en Belgique et dans les pays du nord de l'Europe, ou alors le top c'est le Canada. Et donc on sait très bien qu'on va se heurter à un problème si le personnel sur le site n'est pas formé correctement, ça ne pourra pas marcher. Donc on a eu l'idée d'organiser notre propre organisme de formation qui va à la fois donc donner des formations à tous ceux qui travailleront sur le site. Alors il y a par exemple pour l'école, il y a les APS, hein, il y a les personnels de périscolaire, il y a les professeurs d'école. Tous ces gens-là ne sont pas forcément formés au handicap et donc ils auront besoin d'une aide et d'une formation. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on fait. Alors cette guidance parentale, c'est très important aussi parce que quand vous avez un enfant handicapé, vous n'avez pas forcément suivi une formation pour savoir comment vous pouvez lui apporter quelque chose au quotidien quand vous êtes ses parents, quand vous êtes la mamie, quand vous êtes la voisine qui vient donner un coup de main, ou etc. Et donc cette guidance parentale, on la met à disposition des parents, mais on la met à disposition des parents aussi sur le concept du TND. C'est-à-dire vous pouvez avoir un enfant qui est hyperactif, on en a quand même beaucoup, ou un enfant qui a des troubles de la concentration. Là aussi, si les parents sont formés, ils peuvent vraiment l'aider à dépasser ces problèmes. C'est exactement la même chose aussi pour les 10. Hein. Les 10, on en a quand même pas mal dans les écoles. Et donc, c'est simplement pour vous expliquer que cet organisme, il est aussi important pour notre école et pour les parents du territoire qui pourront bénéficier sur place de conseils et d'aides à comment faire et comment faire progresser leur enfant, même sur des handicaps très légers, qui peuvent apparaître très légers parce que le gamin est apparemment comme les autres, mais à l'école il a vraiment du mal parce qu'il n'arrive pas à se concentrer plus d'1 quart d'heure sur un exercice. Et là, donc, on apporte une vraie plus-value dans l'école. Donc c'est de l'assistance sociale un peu. Social, non, c'est même... c'est quelqu'un qui gère tout ça. Ah bah oui, c'est l'assistance sociale entre guillemets. Oui, tout à fait. Non, mais c'est une association qui monte cet organisme et qui est spécialiste de ces questions-là. Donc ça peut aller déjà même à la crèche, hein, quand vous avez un enfant qui refuse de dormir la nuit, ou enfin voilà, on rentre aussi dans le domaine de la psychologie. Voilà. Et là maintenant vous avez le plan de masse donc un peu réactualisé. Donc vous voyez ici on a séparé 2 cours. Ici vous avez donc déjà l'aménagement des parkings. Là on a coupé un peu l'image pour des raisons pratiques. Mais vous avez ici donc au rez-de-chaussée tout ce qui est petite enfance, donc crèche dans ce coin-là. Ici c'est la maternelle et vous avez donc les jardins d'enfants et les aires de jeu. Et puis ici vous avez ce qui concerne plutôt l'école primaire, les plus grands. Donc les parents me disaient que c'était quand même pas très bien d'avoir les tout petits avec les plus grands parce qu'il y a souvent ça se bagarre. Enfin bon voilà, c'est un peu conflictuel parfois. Et puis vous voyez qu'ici, comme on a agrandi notre école, on a conçu ici une petite extension qui va accueillir le périscolaire. Voilà. Et puis même avec le Covid, on ne laissait pas dans le cours. Ça évite les brassages, ça évite des tas de choses. Hein. On a vraiment réfléchi le sens des couloirs. Il y a des couloirs qui sont très larges. Pour donner une idée, j'ai fait le décompte, je crois qu'on a 700 mètres carrés de couloirs. Donc c'est quand même, ça montre qu'on a de l'espace. Hein. Voilà, on peut aller au suivant. Là, vous verrez mieux. Voilà, là, on a le rez-de-chaussée bas. Donc ici, vous avez la crèche sur ce point-là. Et puis après, vous avez donc salle de motricité, salle de cours. Alors on a aussi fait des recensements. Dans le dossier que vous avez eu à la maison, il y a un recensement de surface et vous verrez qu'on est chaque fois au-dessus de ce qui est préconisé par l'Éducation nationale, puisqu'on a souhaité proposer une école de qualité. Et puis ici, donc vous avez cette salle polyvalente. Donc vous voyez qu'on est proche aussi des cours. Hein, alors que après il y a l'histoire de circulation, puisque ici et là on n'aura pas les mêmes circulations pour aller dans la cour de l'école primaire.
Mais effectivement, le périscolaire, il sera situé là. Et là, on a une bibliothèque qui est aussi volontairement placée là pour pouvoir s'ouvrir vers la population. Donc, quand c'est pas ouvert sur l'école, les gens de la région pourront aussi bénéficier de cette bibliothèque. Comme on l'a déjà, c'est une régie municipale à Fénifranche, ça existe depuis des années. Et donc, on va la déplacer. Elle était au château jusqu'à présent et elle était déconnectée de l'école, ce qui est quand même un peu bête. Donc, on va mettre ça ensemble. Voilà, alors, je vous passe, non, mais je vous passe les détails, sinon c'est trop long. Mais voilà, ici, vous auriez la cuisine, avec qui, évidemment, pourrait desservir le périscolaire tout de suite. Et puis après, on a l'aménagement du reste, et ici, la maison de santé. Voilà, on va passer donc le rez-de-chaussée haut. Là, on commence à voir les salles de classe des grands. Donc, on est à 4 salles de maternelle et 9 salles d'école primaire, avec chaque fois environ 80 mètres carrés de surface. Et vous voyez qu'on a en plus prévu, par exemple là, un espace pour les arts plastiques. Il y a aussi une salle de classe, une salle de professeurs. Il y a des bureaux d'accueil des parents. Et puis ici, on a prévu un espace d'art. Alors, ça c'est encore pas complètement décidé, mais disons qu'on a eu des réunions avec l'Éducation nationale. D'art, ça veut dire dispositif autorégulation. Ça veut dire que c'est simplement une classe, on va dire un espace tampon pour des jeunes qui ont des problèmes de handicap un peu plus sévères et dont le but est quand même qu'ils aillent à l'école. Mais de temps en temps, comme ils sont peut-être trop faibles dans une matière, ils reviennent dans cet espace où ils vont travailler avec des gens qui sont spécialistes pour les faire progresser dans les matières où ils ne sont pas très à l'aise. Et donc ce DAR, c'est un dispositif qui est assez intéressant parce que si on arrive à l'obtenir, il y a aussi des dotations pour des professions spécifiques. Ça veut dire orthophoniste, psychomotricien, ergothérapeute, kinésithérapeute, psychologue. Donc tout ça, c'est dans la dotation. Ce qui veut dire aussi que sur place, on aura quand même une certaine souplesse de fonctionnement. Et donc ce qu'on recherche, c'est la qualité maximum d'accompagnement et d'environnement. Voilà, alors ça c'est le premier niveau, c'est celui où on est à l'école actuellement. Et puis ensuite il y a un deuxième niveau où on aura les tout grands, les CM2, CM1, CM2. Donc ils peuvent monter un étage de plus. Et puis effectivement, ici, vous voyez, on a donc ce plateau d'accueil de jour, donc pour TND. Donc ça, c'est encore quelque chose d'autre. Vous voyez qu'on a 3 niveaux dans cette école. On a l'école, on a le dispositif d'autorégulation et on a l'accueil de jour diplôme de TEL, ce qui permet quand même d'avoir un accompagnement et un accueil vraiment optimal pour les enfants. Et puis ici, on a cet organisme de formation dont je vous ai parlé avant. Donc voilà, qui est juste situé finalement au-dessus de la crèche et de la maternelle. Et donc voilà, c'est assez bien organisé dans l'espace. Alors il est possible que ça change encore, mais disons qu'on a une idée des surfaces qu'il nous faut. Alors ici, on avait, vous voyez, il y a des choses un peu originales. Par exemple, comme on avait trop de surface, il y en a certaines qu'on a transformées en jardin d'hiver. Donc ça va être des espaces où les gens, des espaces de rencontre, où même les gens de Fénétrange pourront aller, les gens de la région, tout simplement discuter, boire un verre, enfin voilà. C'est assez original. Voilà, on peut aller au deuxième niveau. Donc vous voyez qu'ici, nous avons encore des espaces à redévelopper. Et ici, on aimerait installer donc, le même plateau qu'en dessous, mais cette fois-ci pour les plus grands, donc pour les adolescents et les jeunes adultes. On s'est rendu compte que, moi je me rends compte même dans ma patientèle qu'il y a des jeunes de 18-19 ans qui pourraient avoir beaucoup de bénéfices à travailler au diplôme de TEL et qui pourraient très bien à ce moment-là avoir un petit métier derrière plutôt que d'être dans une institution fermée. Donc on est en train de se battre pour obtenir les deux en fait. Voilà.
Voilà, alors vous avez, voilà, là on a des idées de rénovation en 3 dimensions, donc l'architecte il s'est amusé un peu à nous montrer ce que ça peut donner en réalité, hein, tu peux avancer. Voilà, alors ça c'est quand même in situ, hein. Ici vous avez la cour de droite avec ces jardins d'hiver, là vous voyez, qui dépassent, et puis cette passerelle qui est assez chouette, mais je pense qu'elle sera plutôt matérialisée au sol que en l'air, que suspendue, voilà. Voilà, alors ça c'est ces jardins d'hiver dont je vous expliquais avant, qui sont des espaces de rencontre. Donc voilà, on peut aller. L'idée c'était pas avoir un bâtiment où tout le monde est les uns sur les autres, et puis aussi séparer un peu l'école du reste, hein, donc d'avoir vraiment un espace école et un espace pour le reste. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on l'a pensé. Voilà, ça c'est l'idée d'une chambre dans l'espace de répit. Donc vous voyez aussi qu'on a des chambres très grandes, de qualité, et que le bâtiment permet tout ça. C'est aussi important. Ça, voilà. C'est chambre internat C'est plutôt pour l'accueil de répit, mais ça pourrait servir, on se pose la question, c'est pas bête comme question parce qu'on a de la demande. On a de la demande en internat. Bon, étant donné qu'on est plutôt dans une école primaire, c'est moins fréquent parce que les parents ont du mal à lâcher un petit à l'internat, mais ça peut quand même les dépanner sérieusement. Quand il y en a un qui est malade, quand il doit aller à l'hôpital, quand il faut vraiment trouver quelqu'un qui garde le petit et qui est pas forcément, on ne trouve pas forcément des gens qui peuvent faire. Donc il y a quand même de la demande. Nous on entend assez régulièrement que des gens aimeraient bien pouvoir au moins 3 jours, un week-end ou une semaine, voilà, c'est ça qu'on proposait. Alors là, vous avez une idée de ce qu'on est en train d'imaginer dans les cours, hein. Donc les cours, c'est aussi l'héritage du Covid. C'est dorénavant, on veut faire aussi des cours à l'extérieur, dès que c'est possible, pas rester toujours en salle de classe. Donc les espaces extérieurs, dans notre projet, sont adaptés aussi à pouvoir recevoir une classe. Je vais vous montrer après. Alors c'est évidemment ludique. Voilà, là vous avez, on a toujours une attention, il y a des espaces qui sont semi-couverts, qui permettent aussi d'être dehors quand il pleut ou quand il fait mauvais. Et puis, on peut aller plus loin encore. Voilà, ici vous voyez, mise à l'échelle, vous voyez ces petits dispositifs qu'on a inventés là, par exemple. Ça, c'est par exemple un petit espace fermé, resserré, qui permet de donner un cours à l'extérieur pour une quinzaine de gamins, quoi, avec le prof. Donc là, vous le voyez, encore mieux, hein, on a même carrément des petits gradins qui permettent de s'asseoir et d'écouter un cours. Alors, on a parlé de potager pédagogique, ça aussi, ça fait partie de ce qu'on veut développer à l'école. Et alors là, ce que je vous décris, c'est Archiclass. Archiclass, c'est un site qui a été mis en place par l'Éducation nationale, qui permet de bâtir, d'aménager des espaces d'apprentissage, des espaces pédagogiques. Et donc c'est au travers de logiciels et au travers de spécialistes qui sont mis à disposition par l'Éducation nationale qu'on arrive par exemple à transformer cet espace-là, que tout le monde peut avoir à proximité de son école, en ça. Et là, vous avez plein de choses. Vous avez du développement neuromoteur pour les petits, vous pouvez aller faire de l'escalade, vous pouvez vous asseoir pour avoir un cours, vous pouvez jouer, là c'est des jeux je crois. Voilà, donc il y a un petit peu toutes ces notions. Et surtout ce qui est très intéressant, c'est que pour les communes qui veulent s'associer au projet, c'est qu'on le construise ensemble. Nous, pour l'instant, on n'est qu'au stade de l'étude, il n'y a rien qui est décidé. Donc, moi, je l'ai dit à toutes les communes où je suis allé, l'idée c'est de travailler ensemble, recueillir les idées des parents, recueillir les idées des profs, des élus, et essayer aujourd'hui de bâtir l'école un peu de rêve, quoi, si on peut dire. Une fois qu'on aura... J'ai mis quand même les chiffres dans les documents que vous avez eus.
On a des discussions avec la préfecture, on a des discussions avec l'éducation nationale. J'ai bien indiqué à chacun qu'il fallait qu'on nous aide au maximum, sinon on n'arrivera pas. Je veux dire, nous aussi, Fénétrange, comme vous voyez dans les calculs que j'ai envoyés, c'est nous qui contribuerons le plus en fonction du nombre d'habitants. Donc moi aussi, je suis très attentif puisque j'ai entendu des gens qui s'inquiétaient du budget. Moi, je suis le premier à être inquiet du budget. Enfin, je veux dire, j'ai pas du tout envie que ma commune périclite parce qu'on a trop dépensé dans l'école. Mais l'idée de se mettre ensemble à 11, d'ailleurs vous le voyez dans les chiffres, ou à 9 ou à 8, hein, c'est déjà bien, c'est quand même de partager l'addition. Et en même temps, ça mobilise quand même les services de l'État, je le vois bien, les services de la région. Depuis le mois de décembre, en novembre, j'ai rencontré le président Jean Rottner. Et donc il nous a sélectionné comme un projet phare de la région Grand Est. Et depuis le mois de janvier, il nous a mis une dizaine de personnes de la région à disposition pour travailler sur le projet. Je peux vous dire que ça a pris un sacré boost parce que là on a des professionnels qui travaillent pour nous. Enfin moi ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai pu enfin me reposer un peu. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que au travers de la crise Covid, les crédits européens ont été prolongés de 2 années et donc on devrait pouvoir en bénéficier en partie en tout cas. Donc voilà, on a quand même une période assez favorable pour notre projet, tant du point de vue de l'investissement, mais aussi du fonctionnement. On se rend compte quand même que dans les études qu'on a pu faire démographiques, il y a de moins en moins d'enfants à l'école. On a de plus en plus, on aura de plus en plus de classes à plusieurs niveaux, ce qui est quand même pas très bien pour l'enseignement. Et donc l'idée de se regrouper, d'avoir des classes uniques, hein, là on a des classes uniques en fait dans ce que je vous ai proposé. Tu as un CP, c'est un CP, un CE1, c'est un CE1. On n'a pas regroupé des CE1 et des CE2. Et donc l'idée c'est que ça plaît beaucoup à l'éducation nationale. L'intérêt aussi, si on arrive à fédérer suffisamment de communes, on a vérifié, on peut reprendre le personnel, on peut reprendre les profs, on peut reprendre le personnel du périscolaire, les ATSEM. Enfin, personne n'est perdant, quoi. Donc c'est quand même assez intéressant. Voilà, on peut aller plus loin. Voilà, alors l'idée c'est de faire l'école de demain. Hein. Vous voyez ici, ça, par exemple, ça pourrait être la cour de Fénétrange. Hein. Voilà ce que ça peut devenir une fois que ça a été travaillé. Et dans notre projet avec le PFL, on a un budget pour ça. Donc c'est pas un truc qui viendra en plus, on a déjà chiffré dans les chiffres que je vous ai envoyés, il y a déjà de l'aménagement d'air comme ça. Donc il y a même prévu d'aménager les bords de petits ruisseaux qui passent derrière. Enfin, on a été quand même relativement généreux dans les enveloppes pour ne pas avoir de trop mauvaises surprises. Voilà, alors voilà les salles de classe. C'est aussi pareil. Hein. Bon, elle n'est pas tout à fait bien cette diapo, mais elle est bien quand même. C'est-à-dire que les enfants face au tableau, c'est de moins en moins le cas dans l'apprentissage. Mais ici, vous voyez qu'ils ont aménagé à la fois un endroit où on a des tables classiques, on va dire, et un endroit où on a des petits groupes qui vont travailler ensemble. Et puis ici, un endroit où on fait un petit gradin, où on peut faire un cours séparé, où on n'a pas forcément les enfants face au tableau avec le prof qui fait sa démonstration. Et puis, on a de plus en plus, évidemment, nous on rentre dans la classe numérique, on va avoir de plus en plus d'échanges avec le numérique. Voilà, donc c'est ce que je vous explique. École connectée, enseignement présentiel et distanciel. Le bilinguisme peut être discuté, hein, on n'a pas de limitation de projet pédagogique, donc si on veut monter quelque chose tous ensemble, on peut aussi prévoir que les cours d'allemand ou les cours d'anglais soient d'un certain niveau, et pas seulement une petite initiation, mais qu'on puisse déjà apprendre. Alors voilà, ici on peut aller plus loin, donc ça tout le monde a connu ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui quand on a les VPI qui sont d'aujourd'hui, le cours peut se faire en direct à 20 enfants ou à 15 enfants, et puis à distance le même cours à 15 enfants qui sont derrière leur ordinateur à la maison.
Donc on a quand même maintenant tous les moyens techniques pour faire face à toutes les difficultés. Même si évidemment en présentiel c'est beaucoup mieux. Et là aussi, sur les dispositifs d'école connectée, on a tous intérêt à collaborer pour trouver voilà, des idées supplémentaires, développer encore la logique. Voilà. Alors ici, voilà ce DAR dont je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, donc c'est ce dispositif d'autorégulation. On a aussi à cœur d'aménager nos locaux de façon originale. C'est plus des salles de classe qu'on faisait autrefois, mais voilà, ce genre d'espaces qui sont des espaces où on peut un peu accueillir 1 ou 2 enfants parce qu'ils sont un peu stressés, parce qu'ils n'arrivent plus, ben, ils vont pouvoir se calmer dans un environnement. On travaille beaucoup aussi sur tout ce qui est acoustique, donc des classes qui sont insonorisées, où les cris ne sont pas développés par une réverbération. Donc tous ces espaces-là, enfin toutes ces distances, il y a aussi le travail sur la lumière, enfin tout ça c'est des notions qu'on a en tête, et on avait un architecte là pour l'étude qui est vraiment très au fait de ces choses-là. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on fait ensemble. Hein. Voilà, on vous met un module, une salle de classe, à l'écran, et puis après vas-y, fais-toi plaisir, aménage ça comme tu veux, tu mets une chaise là, tu mets un bureau là, tu mets un gradin là, tu mets des lumières, donc c'est assez convivial comme outil et ça nous permet de faire ça. Et je compte beaucoup aussi sur les professeurs d'école pour donner leur point de vue, parce que c'est quand même eux qui voient l'avantage et les inconvénients de chaque chose. Voilà, je vous en ai parlé avant, hein, la qualité de l'air, on en parle beaucoup en ce moment, travailler sur les couleurs, apaiser, ce qu'on appelle les matériaux souples. Hein. Ici, vous avez un sol souple, on peut tomber dessus, on peut jouer dessus, on se fait pas mal. Donc il y a des tas de choses comme ça qu'on peut imaginer. Ça se nettoie facilement, ça se désinfecte, c'est plus agréable que du carrelage, voilà quoi. Alors là aussi, travailler sur les préaux. Les préaux, on va essayer de les équiper avec toujours pareil. Hein. Donc pour les petits, ce qui est intéressant, c'est le développement neuromoteur et neurosensoriel. Pas seulement, je ne parle pas spécifiquement de handicap, hein, je parle pour tous les gamins. Et donc voilà, des espaces ludiques, mais aussi des espaces de repos, parce que c'est pas forcément toujours la foire aux cris, la récréation. Il y a aussi des petits qui ont envie de se reposer ou qui sont fatigués. Et donc leur permettre aussi de trouver un espace pour se poser. Et donc voilà, ne serait-ce qu'un filet surélevé où on peut aller se coucher, enfin des trucs. Il y a plein d'idées en fait. Comme j'ai un peu navigué dans les sites internet, là, on trouve des trucs incroyables. Hein. Donc vous voyez, le jeu, la détente, le développement neuromoteur, l'isolement. Donc tout ça, ce sont des notions. Et puis effectivement, au diplôme de thèse, on aura un espace de type Snoezelen qu'on pourra mettre à disposition de la maternelle. Donc pour les tout petits, c'est quand même très intéressant. Ces espaces-là, ça leur permet vraiment de se poser, de se calmer et de travailler les sens. Ce qui se fait aussi maintenant dans les maisons de retraite. Voilà. Maison de retraite, institut médico-éducatif pour des personnes en situation de handicap, c'est des endroits, c'est des cocons. C'est insonorisé, il n'y a pas trop de lumière, voilà, il y a des petites bulles, tu peux te coucher sur des lits flottants, enfin, il y a de la musique douce, c'est des endroits qui sont dédiés à la détente et au ressourcement. Et là, ici, c'est un peu un scoop, cette image-là, mais c'est un travail qu'on a fait en 3 dimensions pour vous expliquer ce que c'est un plateau des diplômes de TED. Alors, un plateau des diplômes de TED, c'est vraiment, et ça c'est qu'au pensionnat qu'on peut développer ça, parce que le pensionnat il a été conçu, les dalles sont construites d'une façade à l'autre. Ce qui veut dire qu'on peut arracher quasiment toutes les cloisons à l'intérieur, il n'y a pas de mur porteur, et donc on peut dégager comme ça 500 mètres carrés sans aucune cloison. Et du coup après on peut imaginer donc, ce qu'on appelle des dispositifs mobiles. Donc, par exemple ça c'en est un, là c'en est un, là c'en est un. C'est des choses qu'on peut déplacer et qui donc, vont permettre de travailler. Alors là on est plutôt spécifiquement TND
troubles neurosensoriels. En fait, c'est une éducation ou une rééducation neurosensorielle. Donc sur ces plateaux, il y a une progression, on va dire, du moins bruyant au plus bruyant, du moins lumineux au plus lumineux, du moins... il y a l'olfactif, il y a le tactile aussi. Donc l'idée, c'est vraiment que l'enfant puisse progresser jusqu'à ce qu'il soit apte à aller à l'école. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui n'existe pas. Les droits sont déposés par l'association des diplômes de TED. Et donc là aussi, on espère pouvoir financer ce matériel, mais là, c'est hors école, hein, ça n'a rien à voir avec l'école. Mais c'était juste pour vous montrer, parce que les enfants de l'école pourront en bénéficier s'ils en ont besoin. Voilà. Voilà, alors les zones de travail. Alors j'ai mis des photos, hein, ce ne sera pas forcément ça, mais c'est l'idée qu'on se fait voilà, pour avoir un espace convivial où on travaille sans toujours avoir le rapport avec le bureau et le tableau du professeur, mais dans des conditions différentes. Voilà, donc l'accueil TND, c'est pour toute l'école. Donc c'est pas de dire on va mettre plein d'enfants en situation de handicap dans notre école, c'est pas du tout ça. Au contraire, on veut qu'ils se sentent bien. Mais l'idée, c'est déjà de constater qu'il y a pas mal d'enfants qui, dans nos écoles, ont des problèmes d'apprentissage. Donc c'est des handicaps légers, mais qui peuvent avoir des conséquences quand même importantes dans la vie. Et donc on veut mettre cet accueil à leur disposition. Et puis effectivement, pour les handicaps, on va dire, plus embêtants, on a quand même toute l'infrastructure qu'il faut pour permettre de réussir une intégration, une inclusion scolaire dans les meilleures conditions. Donc voilà, les diplômes de TED, c'est un accueil individualisé, c'est important ça. Ça veut dire que c'est un encadrant pour un enfant. Donc c'est vraiment du travail personnalisé. Donc c'est une première enfance, effectivement, travail 1 pour 1, ça je vous l'ai dit. C'est un accueil de jour pour tout le monde. Voilà, ça c'est les TND que je vous ai décrits tout à l'heure. Cet organisme de formation qui sera aussi à disposition des personnels, la guidance parentale, et donc ce DAR qu'on souhaite avoir aussi. Donc ça nous donne vraiment, on avait une réunion avec la sous-préfecture la semaine dernière et avec l'éducation nationale cette fois-ci de Strasbourg. Ils étaient quand même assez étonnés de voir qu'on avait pensé à ce maillage et à créer un environnement qui est quand même relativement complet. Alors là c'est pareil, hein, le périscolaire, on le souhaite de qualité, donc avec tout ce qu'il faut. Bon, là j'ai mis des photos, hein, mais voilà, tu peux avancer. Voilà, on veut respecter le temps de l'enfant aussi, ça c'est une notion importante. Souvent, quand vous avez un enfant, il doit aller chez l'orthophoniste, il est en cours, ou c'est la fin des cours, et hop, on va le prélever parce que c'est l'heure d'aller chez l'orthophoniste. Et c'est peut-être pas le bon moment pour lui, parce qu'il est fatigué, parce qu'il était paradoxalement très concentré sur un cours où il était bien, alors on lui supprime ce temps de concentration pour l'emmener ailleurs avec une voiture, ça va prendre du temps, enfin, il va s'endormir dans la voiture, etc. Et là, l'idée, c'est d'avoir un peu tout sur place, d'avoir une certaine souplesse, où on peut vraiment, à un moment, dire, bah écoute, tu avais orthophonie, mais là, ça se passe bien en maths, alors tu vas rester en maths. Et puis, on fera l'orthophonie à un autre moment. C'est un peu l'idée du DAR. Voilà. Les animations de qualité, ça c'est important. Donc, l'idée d'avoir un périscolaire qui, au-delà de l'occupation et du ludique, l'idée c'est quand même, en jouant, d'apprendre des choses. Et donc, de progresser, d'avoir des apprentissages aussi de choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école. La cuisine, le jardinage, enfin je ne sais rien, des tas de choses qui peuvent se faire aussi au périscolaire. Et donc là, en nous basant un peu sur ce qui se passe du côté alsacien, parce qu'ils ont un périscolaire qui quand même, qu'ils ont développé là récemment, hein, c'est plutôt cette année qu'ils ont commencé à développer ça. Ils proposent le mercredi, ils proposent même des centres d'accueil
au moment des vacances. Et ça a l'air de prendre. Mais il y a un vrai travail de fond, de programmation, et il y a un encadrement qui est mis en place. Bon, alors c'est un gros travail à organiser, mais une fois que ça marche, c'est pas mal. Alors une cantine de qualité, ça, avec voilà, la prise en compte des allergènes, des spécificités nutritionnelles, ça c'est très important. Sinon les enfants ils veulent pas venir à la cantine, hein, c'est normal. Et puis la cuisine réalisée sur place de façon solidaire, tout ça je vous l'ai décrit tout à l'heure. Donc voilà, ça fait un projet assez complémentaire, et ici ça pourrait donner ça, notre salle de sport, parce qu'elle est un peu dimensionnée comme celle-là. Donc voilà, quelque chose qui en même temps, ceux qui sont un peu sensibles à l'architecture, quand vous voyez un plafond comme celui-là, ça c'est un plafond qui va amortir tous les sons. Donc quand on fait du sport, on a tendance à crier, ça devient vite ingérable les salles de sport. Et là c'est quand même assez intéressant parce que voilà, on aura quelque chose de feutré, polyvalent évidemment, mutualisé, donc on peut mutualiser, il y a le travail de la motricité, le sport, alors aussi la culture, c'est important dans ce projet, donc théâtre, musique, danse, cinéma, voilà, vous avez à peu près tous les... avec un outil de cette qualité-là, on peut aborder assez facilement, puisque la salle là va nous permettre de le faire, et qu'on a aussi prévu à la maternelle une salle de motricité plus classique, parce qu'on s'est rendu compte en discutant avec les profs et avec tout le monde que bon, une salle de motricité, on aime bien laisser les éléments en place quand on la quitte. Alors si on vient là et que chaque fois qu'on a fait une heure de motricité, il faut tout déménager, c'est pas gérable non plus. Donc là, ce sera plutôt pour les plus grands qui vont faire, je sais pas quoi, du basket, la gym au sol. On peut imaginer aussi installer, par exemple ici, un petit mur d'escalade, enfin voilà, ce genre de choses, quoi, des cordes. Voilà. Donc l'idée, c'est l'école regroupée autour des concepts les plus innovants d'apprentissage pour tous les élèves du territoire. Et donc vous voyez que effectivement, cette école regroupée, elle s'occupe du sport et de la culture, d'un parcours bleu et d'une guidance parentale dont elle va pouvoir bénéficier. Elle va bénéficier du périscolaire et elle va bénéficier du DAR. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Voilà. Donc, si vous avez des questions, évidemment, je suis là pour répondre. Après, vous le projet. Oui, on a beaucoup travaillé dessus, hein, et donc on essaye de convaincre parce qu'on a bien conscience que ben voilà, pour tout le monde ça va être une aventure, hein, déjà pour commencer. Et puis oui, ça change complètement la donne parce qu'on aura une école où tous les enfants sont ensemble. Alors la question qui a été débattue la semaine dernière, donc c'est tout frais, en Alsace-Bossu. Apparemment, la région a fait connaître qu'elle ne rembourserait plus les bus de midi. Donc ça aussi, c'est une vraie question, parce que ça a un coût si les communes veulent maintenir les bus de midi. Et donc, voilà, ça peut être aussi l'idée de développer un périscolaire qui fait envie. J'entends bien, hein, les parents dans les villages nous disaient oui mais c'est un budget. Après, je veux dire, si on calcule en voiture les distances, c'est vraiment pas beaucoup, quoi. Même Robillère-Fénétrange, ça fait 7 minutes, 8 minutes. Ceux qui veulent vraiment pas laisser les enfants au périscolaire, ils peuvent le faire. Hein. Oui, mais c'est le but d'une structure telle. Ah ben, le but c'est d'être attractif et que les gamins aient envie d'y rester. Voilà, donc, mais pour pouvoir atteindre ce but, il faut être costaud parce qu'on se rend bien compte, nous, quand on fait les comptes du périscolaire, que ça a un coût assez énorme. Bon, les taux d'encadrement se sont un peu desserrés, alors ça va un peu mieux, mais quand même, il faut beaucoup de monde, c'est la masse salariale qui coûte cher, et puis c'est comme ça, quoi. Donc, en fait, si on a regroupé, on partage évidemment le déficit, parce que on se rend bien compte aujourd'hui avec tous les... Je veux dire, au début, quand on a monté ce périscolaire, on avait
avait chacun un PEDT, on avait des emplois aidés, on avait des taux d'encadrement qui n'étaient pas du tout les mêmes. Et au fur et à mesure qu'on a avancé, ben, on a développé, mais quand tu développes, il fallait plus de personnel. Et on a supprimé le mercredi, donc on a perdu le PEDT. Et puis l'un dans l'autre, ben, le déficit il se creuse. Et tu peux faire ce que tu veux, tu peux gérer aussi bien que tu veux, ça ne marche pas. Et donc l'idée c'est quand même à un moment d'être ensemble en force et d'avoir quand même suffisamment, nous dans les calculs que je vous ai mis dans le dossier qu'on vous a envoyé, on est quand même capable d'accueillir 90 enfants au périscolaire. Voilà, avec les chiffres que j'ai annoncés. Hein. Après, si on dépasse ça, il faudra un peu plus de personnel, mais ce sera bien pour la région, où il y aura des gens qui vont trouver du boulot. Enfin voilà. Mais la surface permet de faire ça. Parce que le périscolaire, du coup, il va bénéficier évidemment des cours, des espaces extérieurs, il va bénéficier de la salle de sport, il va bénéficier de toutes ces infrastructures qu'on a là, et qui vont permettre quand même de faire beaucoup de choses avec les gamins. Voilà. Ça, c'est effectivement l'hypothèse haute. Mais maintenant, on va parler d'hypothèse moyenne ou basse. C'est-à-dire que tous les villages ne participent pas. Alors, comment ça va se répartir? S'il y a une hypothèse basse, on aura déjà beaucoup moins de surface à aménager. Donc, peut-être même pas besoin d'avoir une construction d'annexe pour le périscolaire. Donc, l'un dans l'autre, on va être au niveau des surfaces. Moi, je ne m'inquiète pas spécialement pour ça, pour l'investissement. Depuis qu'on a la région avec nous, ils savent très bien qu'il faut qu'ils nous aident là-dessus, parce qu'on est des communes avec des tout petits budgets. Même moi, à Fénétrange, on a 650 000 € de budget, c'est pas beaucoup, pour une commune qui a je ne sais pas combien de bâtiments à sa charge, et de personnel. Donc, on va voir maintenant, moi mardi je vois encore les maires côté alsacien, parce qu'ils sont en train de délibérer. Effectivement, il y a quelques difficultés à dépasser, notamment par exemple Berne-Nord qui est adhérent à un syndicat pour le collège. Alors pour eux c'est une somme, et ils voudraient bien se débarrasser de ça avant de venir dans notre système. Moi j'ai envie de vous dire que la base des réflexions, c'est le coût par enfant. Le coût par enfant, j'avais dit dès le départ qu'il faudrait qu'on se situe autour des 1 000 €. Et là, dans les calculs que je vous ai envoyés, on est autour des 1 000 €. Et je pense que sur cette base-là, les communes peuvent délibérer en disant, ben voilà, c'était 1032 ou je ne sais plus combien j'ai abouti comme chiffre dans les calculs. Si on part là-dessus, moi j'ai pas non plus envie de partir sur plus cher. Je ne peux pas me le permettre au niveau de la commune de Fénétrange. Donc il faudra qu'on se débrouille on a discuté avec Patrick Bachmann avant-hier, ils sont partis pour une salle polyvalente, je crois un chiffre qui a été pratiquement doublé. Mais il a réussi à tripler ses subventions. Donc le solde résiduel pour la commune, il est à peu près le même que pour le petit projet. Et donc, voilà, notre but à nous, c'est d'atteindre ça. Et de répartir, comme ça a été montré dans ce dossier, pour que chacune des... Moi, j'ai bien conscience que ce projet, si on dépasse ce chiffre, même si on avait la volonté de le faire, on va être embêté. On n'a pas les budgets. Donc, il faut qu'on se maintienne sur cette base de 1032 par enfant. Et quoi qu'il arrive, qu'on en ait 5 ou 8 ou 10 communes, il faut qu'on soit sur ce chiffre-là. Et ça, c'est tout le travail que je vais m'employer à faire pour qu'on puisse rester sur cette base-là. Et si on prend Robelfin, combien d'enfants il y a à Robelfin? Parce que nous, on a un chiffre 35 000, on avait vu. Oui, on a 35 000, on fait 35 enfants, on n'a pas 35 enfants. Non, c'est la répartition qui se fait différemment. C'est-à-dire que si tu prends les 280 enfants de l'école, tu prends 1 000 € par enfant et tu arrives à un budget annuel de 281 000, on va dire. Voilà. Mais après, la répartition, elle se fait au nombre d'habitants. Ok, oui.
Donc Romelfin égale tant d'habitants, ça tu vois dans le dossier que j'ai envoyé, j'ai vraiment fait ça. Et 100 euros, non? Oui, c'est ça. Oui, oui. 100 Par habitant. 100 euros par habitant, oui. Voilà, donc vous avez, et ce qu'il faut dire aussi, c'est que les chiffres de l'éducation nationale sont en moyenne entre 500 et 1500 euros par enfant, sans l'investissement. Et nous, on est à 1000 euros avec l'investissement. Donc on est hyper bon dans nos chiffres. Mais on peut pas aller moins cher que ça, sinon, parce que ce qui coûte vraiment cher quand on regarde bien, c'est la masse salariale. Oui, mais j'ai vu à Romelfin, il n'y a presque plus d'enfants. Et les tranches, il y en a peut-être plus. Mais à Romelfin, Oui, mais ça vient, ça Il faut faire des enfants. Bien. Et déjà, il faut en faire. Et, Tu Moi, commences? je suis pas Moi, je peux plus. non, mais la question de fond, elle est là. C'est-à-dire que Je peux plus non plus. il faut que la compétence communale, c'est l'école. Voilà, tu dois proposer à tes habitants une école de qualité. Donc, forcément, on veut tous dépenser le moins possible. Mais je veux dire, l'école, ça reste quand même le socle de la vie de la commune. Et donc, de se partager l'addition de cette manière. De toute façon, les communes alsaciennes, si on ne répartit pas au nombre d'habitants, ils ne viendront pas. Ça, c'est sûr. Eux, ils font ça déjà depuis toujours. Parce qu'ils ont déjà essayé toutes les méthodes. Et de toute façon, tu es toujours perdant. Parce que tu pourras dire, ah oui, mais moi, cette année, tu me demandes 35 000 euros, mais j'ai pas 35 enfants. Mais peut-être l'année prochaine, tu en auras 50 et tu payeras quand même que 35 000. Tu vois, alors il y a toujours à un moment, il faut se décider sur un modèle, quoi. C'est une vision sur 25 ans. Oui, et puis c'est une vision de territoire. C'est-à-dire, on se met ensemble pour se payer un truc. Et donc, si tu as une commune avec 700 habitants comme nous, c'est sûr que moi j'ai un plus gros budget que vous. Donc c'est normal que je paye plus. Mais c'est très compliqué, on voit bien nous dans le pays scolaire. Alors, tu as un enfant qui vient à l'école à Fénétrange, mais il vient de Romelfin, alors mais ses parents, mais sa mamie elle est à Fénétrange, mais tu peux plus. Alors après on s'engueule et ça sert à rien. Et à un moment, si tu prends le nombre d'habitants, il n'y a plus de discussion. Voilà, Et pourquoi vous n'êtes pas allé sur, par exemple, Mittersac, qui a un grand village, beaucoup d'enfants? Alors la question, la question elle s'est posée, hein. Donc on en a discuté. Mais Mittersheim, eux, ils veulent se regrouper aussi de leur côté, avec les villages qui sont de leur côté. Et étant donné que aussi leurs enfants vont plutôt à Dieuze, collège. Nous, notre collège, c'est plutôt Sarrebourg. Mais admettons ceux d'Alsace qui vont à Drolingen, le CM2 en 6e, ils seront obligés d'aller ici, là? Ils ne sont pas obligés. Non, ils peuvent choisir. Mais bon, par exemple, la discussion de Berndorf, c'est ça. Ils sont en SICAS, donc voilà, ils cotisent à un syndicat qui s'occupe à Drolingen du... je ne sais pas comment ça marche, ça, j'ai jamais vu ça, mais en tout cas, ça s'occupe de tout le sport, l'infrastructure sportive. Donc c'est les communes qui sont mises ensemble pour se payer un gymnase, un terrain de foot, etc. Après, la question, c'est qu'aujourd'hui, Berndorf dit, si nous on va à Fénétrange, nos enfants iront vraisemblablement à Sarrebourg. Nous, on ne veut plus payer dans ce syndicat-là parce que ça nous coûte trop cher. Et donc, voilà. Mais actuellement, c'est par village, c'est pas par où ils sont à l'école. Actuellement, c'est si tu habites Romelfin, t'es Sarrebourg, t'habites Kirchberg, t'es Sarrebourg. Oui, ben, c'est ce que je dis. Si Voilà, Berndorf est à Fénétrange, ils sont obligés d'aller à Sarrebourg et ça, ils ne voudront pas Berndorf. Ça, c'est pas Ils dit. veulent rester à Drolingen. C'est pas dit. Non. C'est pas dit du tout. Il disait tout à l'heure qu'ils veulent sortir de ce... Non, c'est pas dit du tout pour eux. Ils veulent se séparer, de se défaire de ces contraintes. Berndorf, c'est combien d'habitants? Il faudrait qu'on ouvre C'est pas énorme. C'est pas par l'école. C'est pas énorme. Il y en a moins que chez nous. Ils sont moins grands que Romelfin. Je vais vous reprendre les chiffres, vous allez tout avoir. C'est le dossier que je vous ai envoyé. En fait, c'est par Ils rapport ont à quand même un l'habitation que tu vas en Ah, collège. ça vaut le Par rapport au lieu de Autant que Oui, chez mais nous. Ouais, mais après, il y a il y a des... Ah ouais, c'est moi. ça, Il peut y avoir des... Non, mais tu peux déjà la part des tâches est trop grande. Ouais, mais c'est parce que je suis Ah ouais, en achat. alors si on monte, Il va y avoir ici quelque chose. Non. non mais laisse, tu déroules, on va voir.
Michel, je sais pas, Michel. Plein écran. Oui, plein écran. Non, mais sinon, on fait le déroulé. Je vais leur Le montrer. problème, c'est quand on va sur un vidéoprojecteur, ça change complètement les. On retournerait bien à l'école, ce projet. Hein? Voilà, alors là, déjà, je vous montre un peu des chiffres. Hein. Ici, vous avez, au jour d'aujourd'hui, 281 élèves. Voilà, vous avez par commune, petite section, moyenne section, grande section, CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Voilà. Et donc, vous avez par village ce que ça représente à chaque fois en nombre d'élèves. Et qui en ont un plus que dans Vérone. Et ça, c'est pas les. Les élèves sont à l'école. Oui, voilà. À l'école de. Mais ça, ce sont les écoles, ça, ce sont les effectifs des écoles telles Voilà. qu'elles sont actuellement. Voilà, exactement. D'accord. Au jour Mais ça d'aujourd'hui. ne veut pas dire que ce sont les enfants de chaque village. Non, Parce que bon, il y a un regroupement, donc il y a des enfants qui sont ailleurs, il y a des enfants d'ailleurs. Il y a une unité Saint-Zèle là-dedans. Hein. Oui, bien sûr. Parce que eux, ils ont 0, tu vois bien. C'est zéro Niederstinzel. Parce qu'il n'y a pas d'école. Il y a des Niederstinzel qui sont à Fénétrange. Voilà, c'est ça. Chez vous. Voilà, Voilà. Donc c'est encore une notion un peu différente, Voilà. puisque ce sont les enfants qui vont à l'école des villages là où il y a une école. C'est Ce ça. ne sont pas les enfants originaires qui habitent dans le village. Non. Ça permettait de calculer le nombre d'enfants qu'il peut y avoir. Oui, dans les classes. Oui, puis ça c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que dans 3 ans, dans 5 ans, ce tableau-là est complètement différent. Non, Oui, non, bien mais sûr. d'accord. Bien sûr. On a essayé de faire une projection, mais c'est très compliqué de savoir le Faut bien nombre de se naissances rapprocher dans à chaque quelque chose à un village. moment donné. Oui, puis après, c'est même pas ça, c'est en C'est le fonction total de où habitent les gens. Et où est la nounou, ils iront pas forcément dans les écoles. Donc ici, vous avez ce calcul de surface dont je vous avais parlé avant. Vous avez par espace les préconisations et ce que nous, on a proposé dans le projet. Donc vous voyez à chaque fois au-dessus. Mais ça, vous l'avez à la maison. Je vous refais. C'est 13 communes à peu près. 11. Non, 11. Bon, pas que 11. Et on sait déjà qui vient ou qui ne viendrait pas. Mais ça raconte tout et n'importe quoi. On m'a dit que Görlingen avait dit qu'ils avaient voté contre. Il paraît que c'est pas vrai. Hirschland, ils auraient voté contre, mais le secrétaire à Berndorfer m'a dit que c'est pas vrai. Alors moi, j'attends la réunion de mardi pour mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Niederstinzel et Kirchberg ont déjà voté pour. Voilà. Ça, c'est le maire de Niederstinzel m'a confirmé hier qu'ils allaient dire oui. Alors, par contre, Qu'ils allaient voter oui. si Niederstinzel il vote oui, nous, il y a encore un autre truc auquel on n'a pas réfléchi quand on en a parlé l'autre jour, c'est que si Niederstinzel dit oui pour ce regroupement, on perd le bus scolaire du matin et du soir. Oui. Parce que Oui. nos enfants ont le bus de Romelfin, à la Berthemin, que parce que Niederstinzel est rentré dans le regroupement. Une histoire de 5 Parce que km. c'est une histoire de 5 kilomètres. km. Ici, vous Il faut que ça avez. soit de panneau à panneau. Donc avant, nous, on faisait des trajets le matin à 8h, à 11h, à 13h et à 16h. Actuellement. Non, nous, on ne fait plus de trajet, c'est le bus qui le fait. Oui, oui. Voilà. Mais si Niederstinzel part du regroupement, on n'aura plus de bus du tout. C'est les parents qui vont devoir ramener les enfants. Mais là pour l'instant, si j'ai bien compris, Niederstinzel a dit oui. C'est ça. Oui. Donc, il y a un ramassage le matin, un ramassage rentrée le soir. Non, non, c'est c'est qu'ils vont des avoir une étrange. On parle de la situation actuelle. Si demain Niederstinzel dit oui, et Romelfin dirait non, par exemple, Ah, ok. voilà, c'est On a cette plus de hypothèse-là. Ok. C'est cette hypothèse-là. C'est cette On va hypothèse. pas dire non, voyons. Non, mais c'est Non, pas mais ça, mais c'est c'est juste aussi pour. Il faut le dire aussi. Il faut Non, bien mais, casser les choses. Oui, Voilà. d'accord. De toute façon, si Niederstinzel dit Ah oui, oui. déjà il y a quelque chose qu'il faut prendre en ligne de compte, c'est que le RPI va éclater. Bah, ça Voilà. va. Voilà, oui, c'est ça. Il y aura plus de RPI. Ok. Donc, Berthelmin peut très bien dire nous on va Oui. à Dolbin C'est ça. ou à Gosselin, je ne sais Oui, pas. mais là, il n'y aura pas de bus. Non. Là, il y aura pas de bus. Oui, parce qu'il c'est un peu normal. Normal. On organise quelque chose. Il y a un conseil municipal à Niederstinzel. Ben, Il y en a, mais. ils se sont réunis, ils ont Il va voté. bientôt, Et ils ont un tiers de conseil municipal. Ah, non, Et ils sont ils ont
le reste va être élu fin mai, je crois. Alors, donc, question. Les 11 communes participent. Ils ont c'est participé, autorisé. mais ils n'ont pas Il est bien Moi, ce que je vous ai montré là, c'est un chiffre qui part sur les élèves actuels et sur les 11 communes. Mais ils ont voté pour réduire la voilure. Il y aura moins de surface, il y aura moins de loyer, moins de chauffage, moins de... Comme Benoît l'a bien dit, il faut rester aux environs de 1000 euros. S'il y a pas 280 enfants, à ce moment-là, Mais ils n'ont pas encore de possibilité. s'il y en a un peu plus de 7 à ce moment-là, il faut rester à 1000 euros, ce qui fera un budget de... Ce sera toujours le même budget en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on va se débrouiller pour rester dans le même chiffre. On a bien compris ça. Donc, ce qui Et est là, vous avez, pour répondre à la question, si on prend la répartition au nombre d'habitants, il y a 11 communes, 3494 habitants. D'accord, hein. Et donc, Posthof, c'est 210 habitants, ça représente 6%. Niederstinzel, 274 habitants, 7,8%. C'est pas, ça a un peu bougé, hein, c'est des vieilles statistiques. Rommelfin, c'est 357, je ne sais pas si c'est juste, 10%, vous devez mieux savoir que moi. Berthelmin, 508, Berendorf, 308, Kirberg, 168. Kirberg, c'est le plus petit village du groupe. Hein. C'est le plus petit. Ouais. Posthof, Non, Posthof a plus. Alors, Görlingen 227, Fénétrange 718, Rovillers 208, Hirschland 324. Et donc, on propose de répartir la masse d'argent à ce pourcentage-là. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des communes qui se rajoutent. C'est sûr. Ben, il ne faut pas non plus que ça devienne une usine à gaz, hein, c'est déjà 280 enfants. C'est la petite commune qui est en retour qui peut éventuellement bouger. Il y a encore deux communes qui pourraient peut-être bouger, c'est Wolfskirchen et Diedendorf. Voilà. Oui. Ça peut encore bouger. Ben, Diedendorf, c'est compliqué. Ils se sont tellement engueulés parce qu'ils voulaient faire un regroupement à Arskirchen. Et maintenant, Arskirchen veut même plus discuter avec eux. Ils ont dit, nous, on ne discute plus avec vous, c'est terminé. Et alors, du coup, Wolfskirchen se retrouve dans une situation très complexe. Et donc, c'est pas encore dit qu'à un moment, ils ne vont pas revenir. Parce que moi, je l'ai eu au téléphone. Mais apparemment, le maire de Wolfskirchen, il a un peu des problèmes de santé, je crois. Et donc, c'est pas facile de parler avec lui en ce moment. Donc, ça peut monter à 12 ou 13. Oui, bah, il faut quand même qu'on soit. Les 11 viennent là. Ça aussi, oui. Bon, après, ça serait vraiment un peu dommage, un peu absurde aussi pour ces communes de voter contre. C'est déjà pour les 57. Hein. Non, mais bon, de toute façon, un projet de ce niveau-là, on n'en fera plus un deuxième. Hein. Non. C'est maintenant ou c'est jamais. Hein. C'est un super projet. Exactement. C'est quelque chose qui est mûrement réfléchi. Hein. Tu l'avais vu, mais pas comme ça. Quoi. Oui, enfin, si, parce que j'avais vu le oui, sur Rolfin TV, j'avais vu la première mouture. Et la deuxième, c'est la présentation à la mairie. Voilà. Et ça, là, je ne l'avais pas vu. Et là, ça a encore un peu évolué. Ouais. Mais dans l'ensemble, avec toutes les ouvertures qu'il y a dans tous les domaines, c'est vraiment super. C'est un truc. C'est l'avenir. C'est un truc d'avenir. C'est pour ça que la région, Jean Rodner, il m'a reçu et il m'a dit. Un projet comme ça, ils disent mais oui, il faut y aller. Hein. Ouais. Et Jean-Claude, quand il a vu le projet, le lendemain, il a dû aller à l'école là. Oui. Et il dit. Moi j'ai dû aller à l'école. Franchement, le projet. Non mais donc disons que Jean Rodner, lui, il m'a envoyé un courrier à Noël en me disant qu'il estime que ça c'est l'avenir dans le Grand Est et qu'il voudrait faire un test grandeur nature chez nous. Il faut que tu lui dises aussi que le courrier c'est bien, mais l'argent c'est mieux. Oui, mais il a déjà annoncé des chiffres, mais c'est les élections bientôt alors. Il faut donner ça. Mais on a intérêt, enfin si je peux dire un truc, je fais pas de politique, mais je pense qu'on a intérêt à le soutenir. Parce qu'il est à fond dedans et ce serait dommage de changer de président maintenant. Quoi. Mais après, voilà, peut-être qu'il a fait que des promesses en l'air, hein, moi j'ai pas... C'est quelqu'un de... Peu importe... Moi j'ai eu un super contact. Et puis avec ce qu'il est... les positions qu'il a prises par rapport au Covid, etc. Donc il a quand même... C'est quand même quelqu'un de... Non, mais il a vraiment compris le projet. Hein. C'était intéressant la discussion qu'on a eue. En tout cas, c'est le seul qui m'a répondu. Donc tu vois, c'est un bon. Parce que j'ai harcelé tous, mais c'est le seul qui m'a répondu. Bah, tu vois.
Et régulièrement. Mais quand tu dis on, c'est qui le Alors, le projet, tout ça, c'est qui le conseil? Alors, le projet personnel ou c'est projet non, sur mon pas personnel. Non, Comme ça, c'est ne peux pas le faire tout seul. Ouais. Alors, on, c'est un groupe de travail. Depuis le départ, on a créé. C'est le conseil municipal aussi. Alors, le conseil municipal, il a Je vais pas mettre un la lumière, s'il te plaît. Donc, en fait, La lumière. attendez, laissez-moi juste expliquer parce que c'est compliqué. Oui, voilà. Au départ, nous, quand on a été élus, c'était en 2014. Notre programme de campagne, c'était de dire on rachète le pensionnat parce qu'il n'appartenait pas à la commune. La commune a racheté le pensionnat. Donc ça, c'était fin 2014, début 2015. 2015, le on, il commence. On a rencontré le PFL, le sous-préfet, le président de la Comcom, et le PFL a dit votre projet, il nous intéresse, il faut qu'on l'étudie. Donc le PFL a fait une étude, qui a duré pratiquement 2 ans, c'est une étude de très haut niveau, financier, bâtiment, savoir s'il y avait de l'amiante, s'il est costaud, s'il y a des... Donc c'était une étude de 150 000 euros. Et donc, nous, la commune, on a racheté le bâtiment, on a fait des travaux de sécurisation. Voilà. Le PFL a fait cette étude avec la communauté de communes. C'est greffé là-dessus la Caisse des dépôts. Là aussi, c'est le on. Donc la Caisse des dépôts, c'est un des grands partenaires du projet. Aujourd'hui, non seulement ils veulent, évidemment, ils veulent être le banquier principal de l'affaire, mais aussi ils veulent investir des fonds propres. Donc ils ont des investisseurs, la Caisse des dépôts, ils ont de l'argent propre, et ils ont annoncé que voilà, ils pourraient mettre pratiquement 3 millions d'euros sur la table. Si j'ai bien compris la somme, ça fait quand même, quand on parle d'argent comme ça, on prend des hauteurs. Donc le 11, c'est déjà tout ce noyau, plus maintenant une équipe de la région Grand Est qui travaille aussi avec nous. Donc on a des réunions pratiquement 2 par semaine actuellement. Donc on fait des visios, on travaille sur les crédits européens, on travaille sur les crédits d'État, on travaille sur les relations justement là avec les communes pour le regroupement d'écoles. Voilà. Donc effectivement, quand on s'est représenté il y a 1 an, c'était pour pouvoir aboutir ce projet. Donc la question aujourd'hui, c'est effectivement, il y a quand même des accords à obtenir de l'ARS qu'on n'a pas encore. Donc, on n'est pas dans l'hypothèse, il y a quand même des avancées. Mais tant qu'on n'a pas ces accords, on ne peut pas aller dans le vif du sujet. Mais effectivement, si on a les accords, on va démarrer très très vite. Voilà. Parce que tout le monde est prêt. Ça fait encore 2 études de business plan pendant le premier confinement. Moi, j'ai travaillé avec un bureau d'études de Lyon quasiment tous les 2 jours. Donc, on a travaillé, ouais, c'est à plusieurs. Et puis, effectivement, le projet, c'est un conseil scientifique qui a été créé. On avait donc l'étude par l'établissement public foncier lorrain, et en parallèle de ça, j'avais monté, ça c'est moi qui l'ai fait, donc un conseil scientifique où on a fait venir des spécialistes du handicap, des spécialistes de l'éducation nationale, des spécialistes des finances, etc. Et on a un peu monté ce projet ensemble, même si en 2014, moi j'avais déjà cette idée-là quasiment aboutie parce que c'est mon métier, j'ai affaire à des personnes handicapées, j'ai affaire à des familles, j'ai des amis en Belgique qui ont un enfant handicapé, donc j'ai visité je ne sais pas combien d'institutions en Belgique, donc je me suis fait une vraie idée de ce qu'il faudrait apporter en termes de nouveauté, puisque l'idée c'était de faire quelque chose de nouveau. Vous voyez bien que ce qu'on a sorti là, c'est pas un truc qui existe ailleurs. Et c'est quand même le maire, vous, qui est le plus... je suis investi. Hein. Voilà, investi. Est-ce que les autres membres du conseil sont investis aussi? Si demain vous avez quelque chose, comment ça va continuer? Alors, Change ça. non, mais la question elle n'est pas mauvaise. On peut être malade, tomber malade d'un jour à l'autre. On a lancé un groupe de travail interne au conseil municipal, Voilà. justement pour que s'il m'arrive quelque chose, ce soit poursuivi. Voilà. Question, hein? Oui.
n'importe qui peut tomber malade un jour à l'autre. Hein. Oui. Lui, il a tout dans. Le projet il l'a en tête. En tête, et Oui, les c'est autres. comme le maire de Guigno, je sais pas quoi, et qui est parti là depuis 4 mois nous maire et que plus personne ne voit. Ah bon? Vrai? Il s'est passé aux infos hier soir. Ils veulent savoir s'ils peuvent le. Il revient en juin. Parce qu'il va y toucher. Non, mais on est conscient de tout ça. Hein. Ah ouais. Mais il fallait que quelqu'un qui pousse derrière. Oui, J'ai fait. Toujours quelqu'un. Oui, on sait très bien que. Mais il faut quand même savoir une chose, c'est qu'à partir du moment où ça va se mettre en route, donc on a eu une réunion avec la communauté de communes il y a 15 jours. Donc, il y aura la communauté de communes qui va rentrer dedans, le PFL, la SEBL et les services de la région. Donc déjà rien que ça, c'est un socle de gens qui ont la compétence, une fois que le projet est lancé, même si à un moment je disparais, ça pourra continuer à se faire. Quoi. Donc, la communauté commune, elle va intervenir où là-dedans? Dans le portage. Parce que le portage, c'est quand même une question. Si tu fais un projet comme il est indiqué à 10-12 millions hors taxes, qu'est-ce qui va mettre les sous? Les sous, tu peux pas. Je veux dire, ok, on va avoir des subventions, mais les subventions, elles tombent après. Donc, déjà, la trésorerie, il faut l'avoir. Et puis, c'est pour ça qu'on va passer par le PFL et la SEBL, dont eux, leur cœur de métier, ils ont des millions d'euros sur le compte et ils avancent les frais. Ils récupèrent ensuite les subventions, etc. Et après, tu payes le solde. Voilà, mais tu n'as pas besoin de faire tout ce travail de portage. Et non seulement ça, mais sur un projet de cette importance-là, il faut évidemment un spécialiste en marché public qui va suivre des dossiers quand même d'une sacrée ampleur. Voilà. Et en même temps, il faut des ingénieurs qui suivent les travaux. Il faut, voilà, c'est un vrai métier. Tu ne peux pas faire en tant que maire le suivi des travaux sur le chantier et tout ça, c'est plus possible. Hein. Donc, ce que tu fais au salle des fêtes, tu ne peux pas le faire sur un truc comme ça. Qui sera le maître d'ouvrage du projet? Justement, donc logiquement, ça devrait être la communauté de communes, mais qui va elle-même s'appuyer sur la SEBL parce qu'elle n'a pas la ressource pour faire ça. Les maîtres d'œuvre, c'est un palier, c'est une. Voilà, c'est ça. Disons que les études qu'on a faites ont abouti à la conclusion que ce serait le meilleur scénario parce que c'est elle qui peut récolter le maximum de subventions. On ne lui demande pas de payer,